Swag. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Morgan Charrière. Bonjour Morgan. Bonjour les gars. Champion featherweight du cage warrior. Alors nous avons les masques, on est vraiment désolé parce que c'est vrai que visuellement c'est un petit peu moins sympa, mais on prépare des choses pour la suite, donc voilà, on est obligé de se protéger. Bon, alors déjà Morgan, ça fait 2 semaines maintenant que tu as atteint cet objectif de champion du cage warrior. Comment tu te sens là, en tant que patron quand même d'une des plus grosses organisations européennes? Je suis plutôt content déjà, c'est un bon aboutissement, parce que ça fait combien de temps que je suis cage warrior maintenant? Ça doit faire 2 ans je crois, juste comme ça. J'ai quand même eu la ceinture assez rapidement, en 3 combats, donc c'est quand même assez rapide au cage warrior. Et non, je suis content parce que ça me fait 2 mois quand même un des meilleurs européens sur le circuit. Et puis d'être champion du cage warrior, c'est pas rien, vu les champions qui sont passés au cage warrior. D'avoir la ceinture comme ça veut dire quelque chose. En plus, je l'ai eu d'une belle manière. J'ai fait des beaux combats pour aller jusqu'à la ceinture. Voilà, je suis content, je suis plutôt content. Mais c'est juste une étape. Je dors pas sur mes lauriers, c'est juste une étape. Alors, juste une étape, peut-être que Rost avait quelque chose à ajouter par rapport à ça. En fait, je voulais simplement ajouter que quand tu disais que des combattants sont passés par là, ils sont passés par là et ils sont devenus champions UFC par la suite. On pense évidemment à Conor McGregor, double champion du Cage Warriors, qui est donc devenu double champion aussi à l'UFC. Je sais plus si c'est Michael Bisping, je sais plus si c'était Cage Warriors. C'est Cage Warriors, c'est pas Cage Warriors. Et voilà. Non, Bisping, Johanna Jedrzejczyk, Dan Hardy, il n'a pas été champion, mais ensuite il est à l'UFC. Il y a eu Jeff Hardy, Greg Hardy. Dan Hardy, c'est lui. Dan Hardy. À chaque fois, je me trompe avec le catcher. Dan Hardy, voilà. Et il y en a 2-3 autres aussi qui sont passés au Cage Warriors comme ça et qui ont fait des trucs pas mal à l'UFC. De ouf. Donc c'est pour dire que vraiment avoir l'étape champion du Cage Warriors, c'est vraiment énorme. Quand on voit le niveau que ça traduit, c'est vraiment énorme. Donc, GG, quoi. GG, oui. Et puis, ce qui est vraiment intéressant avec Morgan Charrière, c'est que là, pour le coup, voilà, alors qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui s'enflamment, notamment dans tes supporters, qui découvrent le sport grâce à toi, mais tu gardes la tête sur les épaules et t'as dit, effectivement, ce n'est qu'une étape, tu veux défendre ta ceinture en mars. Alors, pourquoi se dire ce n'est qu'une étape alors qu'on voit que l'UFC communique sur toi? Il y a tout le monde là qui est en train de pousser pour dire Morgan, ça y est, va à l'UFC, mais toi, t'es en mode, ok, en route pour l'UFC, il y a ta fameuse série sur YouTube, mais on calme un peu les choses. Parce que le but, c'est pas de faire un passage éclair à l'UFC. J'ai pas envie d'arriver. J'arrive en champion du Cage Warrior, voilà. Ils vont me prendre au sérieux l'UFC, donc ils vont me mettre des bons prospects et tout, et ils vont me juger directement pour voir mon niveau. J'ai pas envie d'arriver et je prends 2-3 défaites directes et je sors de l'UFC et j'y retourne plus jamais. Et voilà, certes j'aurais fait un passage à l'UFC et je serai un UFC vétéran, mais c'est pas du tout l'objectif. Genre moi je veux pas juste aller à l'UFC, avoir mon kit combattant UFC et puis ressortir de l'UFC. Moi je veux y aller, je veux faire une carrière. Après, voir ce que je vais réussir à faire là-bas. Je sais pas si j'aurai la ceinture de l'UFC ou pas. Mais voilà, l'objectif, c'est d'aller à l'UFC et faire une carrière. Ça se trouve, rester 10 ans à l'UFC. Me faire connaître dans le monde entier, pas qu'en Europe, du coup, pour mes compétences de combattant. Et donc, il faut que je me construise, que je continue à me construire. Vu qu'en début de carrière, j'ai fait des erreurs, je me suis précipité, etc. Là, je suis encore en train de me construire. J'ai pas atteint mon niveau ultime, on va dire, ma dernière forme. Donc, j'ai encore... beaucoup de choses à travailler et j'en suis conscient, donc je m'entraîne dur et j'ai besoin encore de me jauger, donc d'affronter des gens en dehors de l'UFC pour voir, pour prendre déjà confiance encore plus en moi. Et quand j'arrive à l'UFC, j'arrive, je dis je suis prêt, je peux prendre n'importe qui, y a pas de souci, envoyez-moi vos monstres et c'est parti, moi aussi j'en suis un. Là je sais que je suis fort, mais j'ai encore besoin de me prouver à moi et de défendre, consolider ma hype, prendre mon temps, et comme ça j'arrive à l'UFC, déjà tout le monde saura qui je suis, j'aurai peut-être une petite hype derrière moi comme les Chino-Malais, etc. Et c'est toujours bien d'arriver à l'UFC de cette façon, déjà au niveau du contrat, au niveau de la négociation, au niveau de la visibilité, au niveau du placement sur la carte et tout. Oui. Voilà, j'essaie de faire les choses intelligemment. Vu que je ne l'ai pas fait au début de ma carrière, vaut mieux le faire maintenant. Donc voilà, ça passe par prendre son temps. Voilà, en général, j'arrive pas à être patient. Donc déjà, mais je vous dis ça, mais j'ai du mal. Hein. Mais je me dis, il faut que je sois patient. Il faut que je défende ma ceinture. Déjà, je vais la défendre pour vraiment montrer, au Cage Warrior, c'est moi le boss. Comme ça, dans la KT, ils le savent tous. Il va falloir qu'ils attendent que je parte du Cage Warrior pour prendre ma ceinture. Une fois que cette étape elle est validée,
on pourra partir du Cage Warrior. D'accord, donc au moins, il y a cette défense de ceinture-là. On sait que, bien évidemment, quand on prévoit les choses, ça ne se passe jamais véritablement comme prévu. Exactement. Pour 2020, t'avais sûrement espéré d'autres choses, mais finalement, il y a une fin d'année en apothéose. Là, idéalement, si je te dis ton année 2021, si tu dois faire un espèce de petit calendrier idéal dans le meilleur des mondes pour Morgan Charrière, qu'est-ce qui se passe? Alors on défend en mars, donc à Londres. Ensuite, on défend au mois de juin, peut-être en France, à Paris. Et ensuite, peut-être qu'on signe à l'UFC au mois d'octobre ou dans la foulée au mois de juillet. Ou peut-être qu'on fait encore une défense, je sais pas. Ou peut-être qu'on change de regard, on va pas encore à l'UFC. Sur ça, je sais pas encore. On verra les propositions que je vais avoir. Moi, je suis pas fermé à continuer à écumer le circuit européen. Mais le plan ultime, c'est 2 défenses. La dernière défense en France. On finit sur un truc en apothéose en espérant qu'il y ait public. Et derrière, on va à l'UFC. Ça se trouve, l'UFC vient à Paris aussi, dans la même lancée. Donc, je fais deux combats en France à la suite. Et voilà, 2021, incroyable si ça se passe comme ça. Mais bon. Ça, et j'ai une dernière question avant que Rust enchaîne. Moi, c'est justement ce qui est intéressant avec toi, et nous, on en parle souvent, justement, pour dire que Morgan Charrière, aujourd'hui, est un exemple dans la gestion de carrière, parce que c'est vrai que t'as pas eu besoin d'arriver à l'UFC pour gagner ta vie, en tant que personne, tout simplement. Est-ce que là, pour toi, la question va se poser de te dire, bon, bah, ok, je suis au Cage Warrior, mais aujourd'hui, tes revenus, je pense, l'essentiel, ça vient des sponsors et tes activités, on va dire, extra-sportives, entre guillemets, et de te dire, entre l'UFC qui va arriver, qui va te proposer au minimum, même si je pense que ce sera plus un contrat de 10 plus 10, bah, tu vas pas être, entre guillemets, frustré de te dire tu vas faire peut-être 2-3 événements pour le Cage Warriors où tu sais que tu vas porter la carte à bout de bras et peut-être que tu n'auras pas, en dehors bien évidemment de la ceinture et d'une légitimité sportive, un vrai retour. Ouais, exactement. Le fait de gagner ma vie en dehors du MMA, de pas devoir compter sur mes primes de combat, ça change quand même beaucoup de choses. Déjà, je peux combattre, on va dire que je combats parce que j'aime ça vraiment. Déjà, je suis pas obligé. Donc, si je veux pas combattre, je combats pas. Je peux profiter du coup de mon statut de champion au Cage Warrior et pas chercher direct à partir à l'UFC pour gagner ma vie et pouvoir vivre du MMA. Donc voilà, je peux dire ouais, je reste au Cage Warrior encore 3-4 défenses ou tu vois, genre je peux abuser, tu vois, et dire je reste encore un an au Cage Warrior et je défends et après je vais à l'UFC. Et une fois que j'arrive à l'UFC, pareil, tu vois, genre les revenus en soi, ils vont pas être si important que ça, en tout cas au début, hein, tant que c'est pas des chèques à $500,000, voilà, bah, bien sûr je gagne pas autant par mois, mais tant que c'est des revenus normaux de combattants, c'est pas ce qui m'attrait, ce qui va me faire aller combattre ou quoi, c'est vraiment le kiff du sport, quoi. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Il fonctionne à la passion. Ouais, mais c'est ce qui fait que probablement que c'est la mentalité qui fait que tu vas justement aller loin, que tu vas pas te lasser en fait. Ouais, et c'est pour ça que je peux permettre de gérer ma carrière là en ce moment, parce que j'ai pas cette épée de Damoclès sur le dos qui me dit ouais, faut manger, tu vois, faut que tu combattes tous les 2 mois, ou parce que voilà, avant l'UFC les primes elles sont pas ouf, donc je peux prendre mon temps, bien m'entraîner, voilà, faire des camps, aller à gauche, à droite, avoir un bon entourage, payer les gens. Quand tu payes les gens, tu as toujours des meilleurs services. Donc voilà, je peux payer les gens quand j'ai mal quelque part ou des trucs, tu vois, je peux aller consulter, faire des trucs, voilà, que des fois des fighters ils peuvent pas parce que on n'a pas d'argent. Bah ouais. donc là, non, c'est vraiment cool d'avoir atteint ce statut et de pouvoir faire tout ça. Et d'ailleurs, c'est quoi les avantages que tu as exactement quand tu es champion du Cage Warrior? Parce que là, du coup, de ce que tu viens de dire, évidemment, et tant mieux, tu as vraiment un avant avoir été champion et après avoir été champion au niveau peut-être d'avantages que ça te permet d'avoir et qu'en tout cas ça a l'air de te permettre de voir tout plus sereinement. Qu'est-ce que tu as en plus quand tu es champion? Là j'ai un petit pouvoir de décision, on va dire. J'ai du poids dans la balance. Après déjà de base j'ai du poids dans la balance grâce aux réseaux sociaux, etc. Mais là vu que je suis champion, j'ai senti une différence presque limite au moment où j'ai eu la ceinture sur l'épaule, tu vois. Genre avant pour combattre fallait ouais, est-ce que on peut combattre lui, Cage Warrior ils disent non, tu vas combattre lui, ouais mais non, nous on préfère lui, non tu combats lui, ça. Bon ok, je combats lui. Là c'est plus ouais Morgan, est-ce que tu veux combattre s'il te plaît et tout, tu vois, c'est plus comme ça quand t'es champion.
Moi, je pensais pas. Je pensais qu'ils allaient me dire direct, ouais, tu défends ta ceinture tant, tu prends lui. Et en fait, non, pas du tout. Dès que j'ai eu ma ceinture, je parlais avec Graham. Et il m'a dit, ouais, voilà, on prévoit deux événements, un en mars et un en juin. Du coup, je lui ai demandé direct. Je lui ai dit, faut que je combatte en mars. Il m'a dit, t'es champion, c'est toi qui décides. Ah, Je dis, ça, c'est cool. Bonjour. J'ai dit, ok. Bon, bah, je vais réfléchir alors. Mais c'est cool ça qu'il y ait vraiment une telle différence. Même pour toi, c'est vachement gratifiant. Ouais, franchement, ouais, ça fait plaisir de. Bah, tu sens un peu de reconnaissance. Ouais, tu vois. ouais. Tu vois, pour le coup, c'est pour ça que c'est. Bah, je trouve cool de défendre un peu ta ceinture et de profiter un peu de ce statut plutôt que de prendre la ceinture, partir à l'UFC et tu redeviens un fighter dans le pool de fighters, des centaines de fighters qui sont à 66. Là, t'es le champion, tu vois, t'es le boss un peu de ta KT dans l'orga. Enfin, c'est bien d'en profiter un petit peu. Hein. Et est-ce que tu penses honnêtement que ce serait possible pour un combattant français, donc toi, voilà, d'arriver à l'UFC, d'avoir un petit peu un statut à la Ben Askren, où en fait t'es bien évidemment pas le boss parce qu'il y a d'autres mecs, il y a des mecs qui sont champions, mais directement quand t'arrives, l'organisation sait que, bah je vais pas dire tu fais partie des mêmes, mais il faut t'envoyer du lourd, et t'es directement une star et tu vas être sur la main card. Est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui qu'un Français puisse faire ça? Je pense que c'est possible, mais c'est compliqué quand même, parce que nous on est encore sur le marché européen, donc aux États-Unis on connaît pas. Ouais. Même si on fait du bruit, l'UFC me connaissent, etc. Aux États-Unis, on me connaît pas encore. Donc, je pense pas que je peux arriver direct comme un Ben Askren, main card, gros mec. Par contre, sur un UFC Europe, ouais. Tu vois, genre, c'est à Londres ou à Paris. Là, je vais être sur une main card et être bien placé et tout, et qu'ils me prennent au sérieux direct. Mais je pense qu'aux États-Unis, non, je suis pas encore connu aux États-Unis. Faudrait que j'arrive à faire mon trou là-bas, ou je sais pas par quel biais je pourrais, mais... Mais après, c'est l'avantage, c'est que moi j'ai souvenir, et je pense que vous l'avez aussi peut-être tous les deux, mais le premier, parce que en fait, évidemment, les parallèles, on va toujours les faire, que ce soit avec Conor McGregor, et quand il est arrivé aux States, alors je crois que c'était à Boston la première fois qu'il a eu son combat, et en fait, évidemment, les Américains ne le connaissaient pas, mais en fait, en revanche, ce qui a joué beaucoup, c'est que Joe Rogan, par exemple, donc les commentateurs de l'UFC, eux, ils étaient direct au courant, et du coup, même quand le mec a fait son walkout et qu'il est arrivé vers la cage, déjà les commentateurs étaient en mode, alors peut-être que vous ne le connaissez pas aux États-Unis, mais lui est déjà une superstar en Europe. Donc à mon avis, c'est ce genre de traitement que tu auras qui fait que, et c'est l'avantage, après ton premier combat, si tu le gagnes et de façon éclatante, là, comme les gens auront déjà été entre guillemets prévenus et mis sur un statut spécial, sur un piédestal spécial par les commentateurs, dès ton deuxième combat, tu peux avoir du très très lourd. Je pense que c'est un peu comme ça que ça peut se jouer. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'il y a déjà, comment elle s'appelle, Ariel Alwani, qui parle un peu de moi. Donc, quand un mec comme ça, c'est énorme. Le plus gros journaliste du monde, pas le plus gros, le plus important, pardon. Il m'avait mis dans sa story Insta et tout, même sur Twitter, il avait cité et tout, il avait dit ouais, gardez un œil sur ce prospect et tout. Donc je me suis dit ah ouais, quand même, c'est plutôt pas mal si déjà tu vois ce journaliste qui parle de moi. Après peut-être tu vois, ça se trouve par ce biais, genre si je signe à l'UFC, peut-être qu'il va m'interviewer direct. Peut-être que du coup je vais avoir une petite visibilité sur. Parce qu'il parle français en plus à LL. Ah, je savais pas. Et voilà. Et oui, il est canadien. Ah, je savais pas. Alors, Donc, tiens. Donc il y aura peut-être quelque chose à faire. Mon cher Morgan, donc là effectivement, ceinture du Cage Warriors. L'UFC toujours en ligne de mire, c'était je crois 1 an, quelque chose comme ça, donc on avait déjà fait une interview, justement. Exactement. Toi tu disais t'aimerais bien être un Mike Perry à l'UFC, moi j'avais dit un Cerrone. Il y avait eu Mike Perry aussi, je crois. Non, c'est pas moi, ça Mike Perry. Moi c'était plus Cowboy Cerrone. J'avais souvenir, mais j'avais souvenir de Mike Perry aussi. J'avais dit Cerrone. Ouais, on a dû se monter. Depuis moi j'étais parti sur Mike Perry. Est-ce que ça a évolué maintenant que t'as ta ceinture et que tu sais, je pense aussi, comme tu dis, t'as pas atteint ta forme ultime. Avant t'avais pas ce recul là parce que maintenant t'as 1 an de professionnalisation derrière toi. Est-ce que là maintenant tu te dis on peut viser, enfin je vais pas dire autre chose parce que Cerrone c'est comme une putain de légende, mais est-ce que t'as évolué un peu de ce côté-là? Ouais, j'ai évolué, mais je dirais pas que c'est mon objectif d'être un Cerrone, mais j'ai encore ça en tête. Et justement, en fait, pour savoir où je vais pouvoir me placer, c'est pour ça que j'ai besoin de me tester là avant au Cage Warrior, de prendre 2-3 victoires contre des mecs costauds qui vont m'envoyer. Et à partir de ce moment, je pourrais juger ou à mon début UFC pour voir par rapport aux autres là-bas mon niveau. Et là, je pourrais dire est-ce que je peux vider un top 5 ou est-ce que je vais être un combattant qui va faire son trou mais qui va pas avoir la ceinture, tu vois. À ce moment-là, je pourrais dire. Là, je peux pas dire, je sais pas du tout.
Je sais pas, je vais pas m'avancer, tu vois, mais c'est vrai que d'avoir la ceinture, ça te donne des ailes, tu vois. Genre là, je me dis que n'importe qui, tu vois, par exemple, je pense que je peux mettre presque n'importe qui KO, tu vois. Donc, quand tu commences à avoir ce genre de confiance en toi, tu vois, ça fait du bien quand tu vas en combat, tu vois, tu vois pas le combat de la même façon, tu vois, tu te dis, il suffit que j'en mette une, il va tomber. Ouais. C'est plus la même chose. Et comment est-ce que tu gères ça aussi, le côté, déjà, il y a de temps en temps, on a été amené, sans le vouloir, à interagir à chaque fois ensemble sur Twitter, notamment quand il y avait des haters ou des mecs comme ça. Comment est-ce que tu fais pour gérer tous ces mecs-là? Parce que t'as énormément de followers, t'as un énorme soutien populaire, mais t'as aussi des gars qui sont là en mode Morgan il est claqué, Morgan ceci, Morgan cela, vous allez voir le prochain combat et tout, il est arrogant. Franchement, au début ça me faisait chier, je me disais pourquoi il y a des gens qui m'aiment pas comme ça alors que personnellement je leur ai rien fait et je pense pas que je suis une mauvaise personne et je fais juste mon truc dans mon coin tranquille, j'emmerde personne, mais en fait c'est juste des gens qui aiment pas la réussite des autres, tu vois. Et du coup la seule chose qu'ils trouvent c'est à descendre. Du coup vu que en ce moment je perds pas du coup ils peuvent pas me descendre sur ça, du coup ils vont chercher autre chose. Voilà, leur truc en ce moment c'est de dire que c'est pas moi le meilleur, c'est ça là le meilleur, tu vois. Et ils nous cassent le dos avec ça, tu vois. Et alors que pourtant vous êtes même potes avec Salah, vous entraînez ensemble. Bien sûr, ça n'a aucun sens. Voilà, mais en fait c'est des gens, déjà je pense que c'est des gens qui pratiquent même pas et qui ont pas grand chose à faire de leur journée, et c'est dommage de... Je pense que le matin limite ils se lèvent et ils pensent à moi, tu vois. Au début ça me faisait vraiment chier, tu vois, je me disais qu'est-ce que je peux faire pour que ces gens ils m'apprécient, tu vois. Il y en a, j'ai essayé de leur parler et tout, mais en fait je sais pas. Après généralement quand tu réponds ça fait le tour est différent. Ouais, c'est des gens juste qui ont envie de pas m'aimer ou d'être méchants avec les gens. Après t'as des gens sur les réseaux sociaux, ils sont comme ça, et après tu vas les voir dans la rue, ils vont jamais rien dire, tu vois. Donc de toute façon s'il y en a qui sont pas contents, ils savent tous où je m'entraîne, hein. Ils peuvent venir au NRFA ou à Mantes, on peut mettre les gants, y a pas de souci, tu vois, et on verra. Mais et ça avait donné quoi d'ailleurs, le mec que t'avais invité, je crois que c'est sur Twitter. Il est pas venu, il est jamais venu, non, personne n'est jamais venu, bien sûr qu'ils viendront pas. Mais voilà, au début ça me faisait vraiment chier, tu vois, je me levais le matin et tout, tu vois, tu te connectes sur les réseaux, tu vois des mecs qui parlent comme ça de toi, tu te dis qu'est-ce que je lui ai fait? Je me dis, est-ce que ça se trouve dans ma vie peut-être j'ai été méchant avec lui, tu vois, ça se trouve je l'ai croisé ou on a tourné ensemble un jour, j'ai été méchant ou je sais pas, tu vois, je lui ai fait un truc. Mais non, il y a des gens ils me connaissent pas personnellement, enfin ils m'ont jamais vu, mais même pas parce que je réussis ou parce qu'on parle trop de moi sur les réseaux sociaux et ça leur plaît pas. Mais c'est vrai que pour toi ça peut être parasitant parce que du coup forcément toi tu te prends la tête, tu te dis mais attends, ça veut dire que est-ce que c'est ma personnalité, est-ce qu'il y a un problème, etc. C'est ça, je me disais mais qu'est-ce que je fais qui fait que des gens ils peuvent ne pas m'aimer à ce point, tu vois. Genre des gens vraiment c'est vraiment méchant, tu vois, les trucs qu'ils disent et tout. Maintenant ça y est, j'ai pris un recul dessus. Franchement, ça y est, je m'en fous. Je regarde même plus, je réponds plus. Avant, je répondais et tout. J'ai essayé de prendre le temps de voir, discuter avec eux, voir ce qui va pas et tout. En fait, t'as des gens, c'est juste des gens, ils veulent être méchants avec quelqu'un. Et en fait, t'en as, c'est juste pour exister, pour que tu leur parles et qu'ils sachent que tu sais qu'ils existent et tout, tu vois. Ouais, et du coup, en gros, tu t'es dit, c'est pas à propos de moi, donc ça sert pas. En fait, ils veulent juste détester quelqu'un. Après, ça se trouve, tu regardes, ils détestent d'autres personnes aussi, tu vois. Y a pas que toi, ou t'es juste le mec qu'ils veulent détester en ce moment et dans 6 mois, ils t'ont oublié. Franchement, maintenant, ça y est, je m'en fous. Je regarde plus, je réponds plus. Et si le mec, il est trop présent sous tous les trucs, je le bloque. Et tu pars et je te vois plus jamais, tu vois, c'est bon. Tous ces gens-là, tu les vois jamais en vrai dans la réalité. Il y a personne dans la rue un jour qui m'a arrêté, qui m'a dit, waouh, mais t'es claqué, Dani. Franchement, t'es trop nul. Moi, je te nique. Tu vas voir quand tu vas aller à l'UFC, tu seras jamais top 15. Ça se trouve, hein, mais moi, je vais y aller, tu vois. Ou pas, mais on s'en verra. Ça, on verra. Enfin, voilà, moi, je fais mon truc. En fait, j'essaye de. Au moins, t'essayes. Voilà, c'est ça, j'essaye. Je suis pas le meilleur, mais j'essaye. Tu vois, je me donne tous les matins, je me lève, je vais à l'entraînement, je me tue, je me fais casser la gueule des fois. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai des marques de ouf, c'est pour ça que j'ai mes lunettes. et voilà, j'ai les pieds sur terre. Mais il y en a, je sais pas, ils ont l'impression peut-être que je suis présomptueux ou genre je me survends ou il y en a qui disent je suis surcoté ou je sais pas, je suis pas surcoté, je pense pas, hein, quand même j'ai la ceinture du Cage Warrior, il y a pas beaucoup de monde qui l'ont mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Sur les réseaux sociaux il y a toujours des gens qui vont pas t'aimer, je pense que même le fighter le plus gentil au monde et tout, il y a des gens qui l'aiment pas, donc maintenant je m'en fous, je fais juste attention à ma famille, à mon entourage, aux gens qui me supportent vraiment, tu vois. Voilà, j'essaie des fois de discuter avec eux, si je peux leur envoyer des cadeaux et tout, voilà. Après les autres qui m'aiment pas, franchement je regarde même plus, je supprime les messages ou je les bloque, voilà. Avant je perdais trop de temps dessus, mais en fait c'est juste la négativité, ça te tire vers le bas. Tu te lèves le matin et le mec il te met en dépression, quoi. Tu te lèves, tu te dis mais waouh, parce que du coup par exemple, je sais pas, t'as 100 commentaires positifs,
Genre que tu dis, trop bien, Annie, Tu vas et en t'en lis avoir un Ouais. qui te tire vers le bas. Ça t'énerve, alors que t'as 200 personnes qui sont trop contents et qui kiffent ce que t'as fait, mais t'en as un, tu vois, qui vient et qui dit le truc. Voilà, c'est pour ça maintenant je perds plus de temps dessus. Hop, ça dégage, voilà, ça dégage. Et par rapport à ça, peut-être aussi qu'il y a... Comment je vais dire, il y a beaucoup de gens qui découvrent le MMA par toi aussi, Ouais. et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que tu ça fais. les énerve, ça aussi. Et puis t'es obligé de le faire. Pas dans le sens où je veux dire, t'es obligé de dire, Ouais. je veux être le meilleur, Ouais, j'ai bah oui, envie bien d'aller à sûr, l'UFC, ouais, parce bien que sûr. si tu passes ton temps à dire, Ouais. c'est déjà bien d'avoir Ouais. une carte, tu vas jamais rien faire. Ouais. Bah déjà, si je crois pas en moi, Bah oui. il y a pas grand monde qui va croire en moi, tu vois. Si je viens tout timide et je dis, je vais essayer. S'il vous Ça- plaît, ça marche donnez-moi le title shot. Quand je vais à l'étranger, enfin après je pense que c'est aussi beaucoup la mentalité française parce que dans les autres pays et tout, Ouais. ils parlent, hein, franchement ils en ont rien à faire, hein. Ils disent je suis meilleur, je vais te niquer. Et c'est pas mal vu là. Ouais, c'est pas mal vu, tu vois, de faire du showboating comme ça, de dire ouais t'es nul là, de faire des posts et tout. Et en plus, toi, tu le vois. fais même pas de façon arrogante. Ah en non, fait. non, c'est ça que j'ai du vraiment. mal à En comprendre. fait, moi, j'aime pas spécialement faire du trash talking comme ça et tout, tu vois. Ça me dérange pas de répondre, qu'on se vanne et tout, tu vois. Y a pas de souci sur Ou ça. alors, exemple, de mettre des coups de pression opposés. Voilà. par hasard. Et là, pour le coup, j'étais vraiment énervé, tu vois. C'était pas du trash talking, genre. C'était tellement Genre, stylé. c'était pensé pour. Ouais, comme ça. Alors, j'étais énervé, genre, ça m'énervait vraiment ce qu'il faisait et je voulais vraiment faire ce que je disais, tu vois. Mais non, ouais, je sais pas. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. C'est comme ça, moi je crois en moi, je fais mon truc. Voilà, je donne tout ce que je peux pour réussir à atteindre ce que je me suis fixé. Et voilà. Et puis, ouais, je ramène beaucoup de gens dans le MMA qui ne suivaient pas le MMA de base. Moi, je trouve que c'est bien. Je sais pas pourquoi il y a des fans qui disent. Ah non, mais ils ramènent des gens qui connaissent rien et tout. Bah, c'est bien pour le sport que des gens, genre, imagine tes parents, ils se mettent à regarder le MMA, genre, grâce à moi ou pas grâce à moi. Moi, je trouve ça ouf. Genre, si tout le monde commence à regarder le MMA, ça devient un sport mainstream comme le foot. Il y a des millions d'euros qui vont rentrer dedans, on va être mieux payé, il y aura des sponsors, ça passera à la télé, il y aura des nouvelles organisations, il y aura peut-être des organisations qui vont devenir concurrentes à l'UFC. Enfin voilà, le sport il est jeune encore, ça peut évoluer d'une façon incroyable. Pour ce faire, il faut qu'il y ait plus de monde qui le regarde, donc c'est normal qu'à un moment il y ait des gens qui connaissent rien, qui regardent. Puis on a tous à un moment été quelqu'un qui connaissait rien. Exactement. Et puis on connaît rien dans plein de sujets différents. Voilà, et même encore maintenant, je pense qu'il y a plein de choses dans le MMA que je connais pas. Et c'est pas pour autant que quelqu'un qui connaît plus, tu vois, genre pourquoi t'as pas le droit de t'intéresser quoi. Tout le monde a le droit de s'y intéresser. Ah oui. D'ailleurs, c'est même ce que tu avais dit dans notre première interview, c'était si ta grand-mère connaît le MMA après mon passage, c'est que j'ai réussi ma Je carrière. suis content, moi, je suis content. Pour l'instant, ça a l'air pas mal marché. Mais oui, hein, bah, franchement. complètement. Enfin, là, c'est franchement, énorme. ouais. Mais du coup, et alors moi, c'était ma question aussi, c'est clairement, et tu l'as dit toi-même, et ça se voit, la différence maintenant, elle est là, tu as eu un avant et un après dans ta carrière, quand tu as décidé de, entre guillemets, te dire, ok, maintenant j'y vais vraiment à fond. Et là, est-ce que depuis que tu as fait ce changement-là, depuis que tu as décidé de tout faire bien comme il fallait, et de prendre chaque étape à la fois, etc., est-ce que toi-même, tu te rends compte, maintenant que tu t'entraînes différemment, que tu es beaucoup plus concentré, etc., est-ce que tu vois un peu mieux ton potentiel et là où tu peux arriver en termes techniques, en termes de... Est-ce que tu as vraiment senti un avant et un après en mode ok, maintenant je vois de quoi je suis capable et jusqu'où je peux aller vraiment maintenant que je me suis mis à fond dedans? Ouais, carrément. C'est le jour et la nuit même. J'ai envie de dire. Ok. Déjà, même par rapport à l'année dernière, je suis 2 fois meilleur, je pense, que quand j'ai affronté Jim Truman. Ouais, vraiment. Vraiment. C'est pour ça que là, sur le combat, Perry Goodwin, on aurait dit qu'il était nul, tu vois. Ouais, c'est ça, enfin, Parce il y avait que- une impression de facilité en fait. Bah ouais, parce qu'il avait pas le niveau, genre. Pas du tout, mais c'est pas lui, c'est moi que j'avais un niveau trop haut pour lui. Et pour le coup, il est vraiment dangereux, tu vois. Il tape fort, il a un style qui est vraiment relou à prendre. Et tu regardes tous ses combats avant, il a fait des guerres monstrueuses, tu vois. Contre moi, il a rien pu faire. Et c'est pas parce qu'il est nul, c'est parce que je l'ai annulé vraiment. Et ça, c'est parce que depuis que je suis vraiment professionnel sur mon approche du MMA, de mon entraînement, je fais les choses intelligemment. Mon niveau il a monté de ouf, et dans tous les compartiments, tu vois, que ce soit en striking, en lutte ou au sol, même dans ma façon de penser quand je combats. Genre je suis intelligent quand je combats. Avant c'était allez, je rentrais dans le combat, c'était que de l'instinct, et ça passait ou ça cassait. Et puis même des fois j'étais pas prêt niveau cardio, j'avais pas de cardio, j'avais un round dans les pattes, ça passait au deuxième, je me disais ouf, ça va être chaud, tu vois. Et j'avais aucune notion de gestion de l'effort, par exemple, tu vois. Le combat est commencé, je donnais tout sur le premier round, comme s'il y en avait qu'un, alors que t'en as 3 derrière, tu vois, enfin 2. Maintenant je fais des 5 rounds quand même là depuis 1 an, donc c'est pas la même chose au niveau de gestion.
Et je me suis vraiment professionnalisé, même mon entourage s'est professionnalisé. Mes coachs aussi, ils ont progressé, tu vois, on a progressé ensemble. Genre, il n'y a pas que moi qui progressé. Mes coachs aussi, ils ont progressé et tout le monde se remet en question continuellement, tu vois. Genre, on se repose pas sur nos lauriers, genre, ouais, c'est bon, t'es fort, ça y est, c'est bon. Genre, on est tout le temps dans un esprit critique, qu'est-ce qu'on va améliorer, ça c'est nul. Genre, des fois, on regarde plus le négatif que le positif, tu vois. Genre, même là, quand je suis sorti du combat, il y a des trucs, j'étais pas content de moi et tout. Pourtant, le combat, il est propre, il est cool, je me suis pas fait toucher et tout. Mais voilà, il y a des trucs que j'aurais pu mieux faire. Et c'est ça qu'on veut évoluer, qu'on regarde. Parce que voilà, c'est qu'une étape. L'objectif, c'est de continuer à monter jusqu'à ce que voilà, j'atteigne un point où ça va être dur de grappiller plus de niveaux. Mais là, j'ai encore, je pense, une marge de progression qui est pas mal. Sur pas mal de choses. Et moi, et justement, en fait, c'est pour appuyer ce que tu viens de dire, mais c'est simplement que pour les gens qui disent que Perry Goodwin, c'était pas le top de la catégorie, c'était pas Max Koga que tu aurais pu affronter, c'est peut-être vrai, mais c'est pas ça qu'il faut voir, à mon sens, en tout cas. Je sais pas si t'es d'accord, Guillaume, mais ce qu'il faut voir, je pense, face à Perry Goodwin, c'est justement comment tu l'as battu. Parce que, évidemment, les gens s'attendaient à ce que tu le battes, les gens savaient que tu avais probablement un niveau qui était meilleur, mais ce qu'il faut voir, c'est ce côté, ouais, intouchable. C'est-à-dire que, enfin, moi, je le vois comme ça. Pour moi, cette victoire contre Perry Goodwin, c'est un petit peu comme si tu t'étais battu toi-même il y a genre 1 an. Parce que Perry Goodwin, c'est un peu ce gars-là. Il a pas genre 20 victoires, une défaite au plus haut niveau. Il avait des victoires et pas mal de défaites aussi. Mais parce que c'est peut-être un peu plus un journeyman comme toi, tu avais pu avoir cette approche avant. Et du coup, le fait que tu le battes aussi clairement, enfin vraiment, t'étais dans ta gestion des distances, techniquement, t'étais tellement au-dessus que pour moi, c'est juste la validation qu'effectivement, t'es vraiment complètement grimpé, mais à un niveau où là, t'es plus à ce niveau-là des journeyman, t'es plus à ce niveau-là de les gens qui s'entraînent un peu, mais qui savent pas trop s'ils veulent une ceinture européenne, s'arrêter après. Là, pour moi, en tout cas, c'est la confirmation qu'en gros, t'as le niveau pour aller au-dessus encore. Et vraiment, je le pense honnêtement. Donc pour moi, c'est parfait, du point du spectateur. Ouais. Non, bah c'est ça en vrai. Quand il a accepté le combat, enfin déjà c'est lui qui m'a call out. Erreur. Quand il m'a call out, je me suis dit mais c'est un malade lui. Et après on s'est dit oh, pourquoi pas, Max Koga il est parti et tout, il y avait personne spécialement. On s'est dit voilà, il est compliqué à prendre et tout, ça peut être un test pas mal. Et comme t'as dit, c'est comme si je m'étais battu moi-même à l'époque. Pour moi, j'étais vraiment professionnel. Voilà, moi je m'entraîne toute l'année. Y a pas de période où je m'entraîne pas parce que j'ai pas de combat ou quoi. Non, moi je m'entraîne toute l'année, tout le temps la même rigueur. Voilà, tous les jours je me lève, tac, j'ai 2 entraînements, je mange bien, je me couche tôt et je maintiens cette hygiène de vie toute l'année. Et j'étais prêt en mars, j'étais prêt en septembre pour combattre. Et lui, par exemple, au mois de septembre, bah il était à je sais pas 90 kilos, il s'entraînait pas, il buvait de la bière et tout. Tu vois, genre c'était pas la même hygiène de vie, tu vois, comme t'as dit, c'était un journeyman qui vient, il se bat, il bat des gens, il perd, il gagne, il perd, mais ça enlève rien à son niveau. Et comme t'as dit, moi je suis arrivé avec un autre aspect. Moi je suis pro de A à Z, et ça s'est vu sur le combat, la différence d'hygiène de vie, je dirais, sur l'année en fait. Peut-être que s'il serait entraîné toute l'année, ça aurait été un combat différent, mais vu que c'est pas ce qu'il fait, bah voilà. Et c'est là où c'est beau d'ailleurs que symboliquement ce soit par un body shot d'ailleurs que tu l'as mis KO. En plus, ça arrive pas souvent. Non, mais magnifique. Voilà. Alors en plus, ça arrive pas souvent. Je pensais pas qu'il allait tomber. Pour le coup, je l'avais plus mis parce que je commençais à sentir que son cardio il baissait. Si je vais continuer à lui tirer du jus. Là, parce que tu l'avais bien attendri avant quand même. Bien tiré. Ouais. Donc, j'étais plutôt content. Ouais. Et là, maintenant, t'as énormément progressé. C'est vrai, superbe kicking game face à notre cher. Et c'est ce que Goodwin. tu disais d'ailleurs, jambes avant, que tu travaillais de ouf depuis le début. Les kicking jambes avant, bah voilà. Ouais, non, les kicks, ça fait longtemps en vrai que je mets des kicks. Mais là, on avait arrêté sur 3-4 combats à les utiliser parce qu'on m'attendait dessus en fait. D'accord. Du coup, on les a fait oublier. Tada. Ce combat était parfait pour les ramener à nouveau. Donc, j'ai toujours eu des bons low kicks. Mais voilà, fallait que je les fasse oublier parce qu'on m'attendait dessus. On m'a attrapé les jambes et puis on mettait une steak, on me faisait d'amener au sol dessus. Donc, on les a fait oublier complètement. Et là, sur Perry Goodwin, c'était la strat parfaite de lui laminer la jambe. Donc on s'est beaucoup concentré sur les jambes là, de toute façon sur la prépa même avant. Et là j'ai pu les sortir et ça fait plaisir, ça fait du bien. Et là donc là bien évidemment toute l'Europe regarde ce podcast, mais bon. Marwan, quels sont les points sur lesquels toi t'as vraiment envie de progresser encore plus là? Et ne réponds pas bien évidemment surtout. J'imagine qu'il y a certains trucs en particulier où tu te dis bon là il faut maintenant accélérer ce que là-dessus. j'aimerais bien progresser dessus, c'est d'aborder mes combats de façon plus en MMA global.
Là, je combats encore de temps en temps par compartiment. Donc, par exemple, je fais du striking et je vais rester enfermé dans du striking. Et je vais pas penser à varier les niveaux, mettre un takedown, repartir en boxe, remettre un takedown. Des fois, je reste trop dans. Je fais du striking. Et si lui aussi fait du striking, on va rester en striking. Et ce sera le meilleur en striking. Et du coup, on fait un combat de kickboxing avec des petits gants. Donc, pour l'instant, ça passe. Mais à un moment, je vais prendre un mec qui est beaucoup trop fort pour moi en kickboxing. Mais si je le prends en MMA, du coup, je fais pas du kickboxing avec, je vais le battre. Et du coup, il faut que j'arrive à avoir cet aspect, parce que je suis un combattant qui est plutôt complet, de faire du MMA du coup. Voilà, faire du MMA. Là, des fois, je fais pas du MMA en MMA, je fais de la boxe, non. Je fais du kickboxing en MMA, tu vois. Donc j'arrive, voilà, je commence à évaluer comment il boxe, je l'empêche de me ramener au sol et je fais du kickboxing. Boum, boum, je le touche, parce que je sais que j'ai un bon coup d'œil et tout. Mais il faut que j'arrive à avoir un plus gros aspect MMA où, voilà, on va boxer et à un moment, je vais le ramener au sol. Pas parce que j'arrive plus à boxer, parce qu'on fait du MMA, donc je vais le mettre en takedown et après ça va le faire réfléchir, etc. Voilà, après là, on arrive dans le MMA de haut niveau, mais voilà, c'est sur ça qu'il faut que je me pense, que je varie plus ma façon de combattre, que je change les niveaux, je mette des takedowns, que je fasse du sol, qu'on se relève, qu'on reboxe pour rien, tu vois. Je rentre au sol, ça se passe bien, je me relève, on boxe. Ouais. Voilà, c'est sur ça qu'il faut que. Instaurer l'incertitude. Voilà, que je fasse du MMA, quoi. Exactement. Bah ouais, puis c'est vrai que. Alors, je sais pas contre qui se fera ta deuxième défense, ta première défense de titre. J'étais déjà dans le turfu, moi. Mais c'est vrai que. Et c'est là où. Je sais pas contre qui, parce qu'évidemment, Covid oblige, c'est jamais évident que la personne qu'on te met, genre 2 mois avant et qui est sur l'affiche sera là le jour du combat. Est-ce que justement, si tu te retrouves face à quelqu'un qui est un peu comme Perry Goodwin, où tu sais que tu es largement au-dessus, est-ce que c'est dans ces moments-là où justement tu vas essayer en combat de mettre en place le côté je fais du MMA et je vais te changer de technique, etc. Non, je pense pas. Je pense que dans un combat, je vais faire ce que je sais faire, tu vois. Et c'est à l'entraînement que je fais tout ça, de prendre des risques, mettre des takedowns, tu vois, pendant tout le round, mettre que des takedowns. Ouais. Tu vois, essayer des trucs que j'ai pas l'habitude. Comme ça passe pas à l'entraînement, c'est pas grave, c'est à l'entraînement, tu vois. Ouais. Me fait casser la gueule à l'entraînement, c'est pas grave, c'est normal. Mais en combat, c'est pas l'objectif. En combat, c'est de faire que des masterclass, de sortir un tac, enfin. On espère, de faire passer ça pour quelque chose de facile. Donc, il faut que je reste dans ce que je sais faire et dans mon top niveau, dans mon top game. Mais si à ce moment-là j'arrive et que j'arrive à faire ce que j'ai prévu, là je le ferai. Ah bah alors. Vivement la suite en tout cas. Est-ce que là pour l'instant, à l'étranger, bien évidemment, on a vu que l'UFC s'intéressait à toi, mais est-ce qu'il y a, je sais pas moi, des coachs, des combattants même qui ont une certaine autorité ou qui sont déjà à l'UFC, qui t'ont approché pour dire est-ce que tu pourrais venir t'entraîner avec nous? Est-ce qu'il y a même des autres organisations? Parce que bien évidemment il y a l'UFC, t'as dit toi que tu pourrais aller dans d'autres organisations en Europe, mais t'as pas parlé par exemple du Bellator, du One FC, du Rising, je sais pas, mais bon, il y a d'autres organisations, et le PFL, ou le PFL par exemple. Alors j'ai pas été approché par d'autres organisations pour l'instant. Après au niveau des combattants, pas spécialement, à part les Irlandais avec qui je m'entends bien, tu vois, au SBG. Puisque tu t'es entraîné là-bas. Voilà, au SBG. Donc au SBG, je peux y aller plus ou moins quand je veux. Y a pas de souci avec John, tu vois. Si je voulais même rejoindre le club, il serait complètement John okay. Kavanagh, entraîneur de Conor McGregor, on rappelle. Oui, voilà, monsieur l'appelle John. Mais non, sinon, j'ai pas eu spécialement de. Après, j'ai eu des managements qui m'ont contacté, par contre, tu vois, qui ont vu que je commençais à péter, que j'avais un bon niveau et qui voulaient me signer avant que j'arrive à l'UFC. Niveau. Ouais. Mais moi, j'ai déjà mon manager, donc Guillaume Pelletier, la BTT. Donc, non, voilà, par ça, pas spécialement. Après, vu que je suis signé au Cage Warriors, je pense qu'ils le savent tous de toute façon, les organisations. Je suis champion, donc j'ai des défenses à faire. Peut-être quand j'aurai terminé mon contrat avec le Cage Warriors, peut-être que là ils vont sonner à la porte. Après, si je demande à mon manager de toquer à d'autres portes, je pense que j'aurai des offres qui vont sortir dans pas mal d'organisations. Mais après, j'ai pas spécialement envie d'aller au Bellator ou au NFC ou au Rising. Je suis vraiment focus sur l'UFC. Mais on sait jamais, hein, s'il y a une offre irrefusable qui arrive, bien sûr. Mais en tant qu'Européen, je trouve que c'est plus facile de faire notre trou à l'UFC quand même que au Bellator par exemple, où le Bellator US c'est vraiment, on dirait vraiment que c'est séparé, tu vois. Bellator US et Bellator Europe, c'est compliqué de faire de Bellator Europe à US, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'Européens qui se retrouvent à faire la ceinture et tout, c'est vraiment rare, tu vois, à part là sur le système de tournoi où il y a eu l'Irlandais.
Et encore, c'est parce que John il s'entend bien avec le Bellator, mais sinon, c'est compliqué de faire son trou au Bellator, je trouve. Hein. Après, peut-être dans le futur, ce sera plus simple, mais en tant qu'Européen, je trouve ça compliqué. Il y a des champions du Cage Warriors qui sont allés au Bellator et ils combattent pas trop et tout, tu vois. Bah, il y a Sorenbach, il est au Bellator, il a fait les 2 ceintures. C'est vrai. Il a eu la 70 et la 66, du coup. Il a fait un seul combat au Bellator, là. Et pourtant, c'est un mec qui est plutôt fort. Il y a Matt Burnell aussi. Eh oui. Ouais, le fameux Il y a là. Matt Burnell aussi qui est au Bellator. Et bah, il a fait qu'un seul combat. Et, C'est vrai, ouais. Et pareil, c'était Tu dans vois, une certaine anonymat. quoi. voilà, tu vois, c'est Ouais. genre, c'était en début de card. Bah, en France, en Ouais. Ligue, Ouais, ils ont ouais, pas trop ouais. parlé de lui et C'est tout. clair. Alors que le mec, quand même, il avait vétéran UFC. Il a pas perdu depuis. Champion du Cage Warrior et tout. Et tu vois, ils l'ont fait passer pour un combattant qui vient de débuter. Alors qu'il Ouais. méritait une main card, tu vois. Mais Put bon, some respect on his name. ouais, voilà, put some respect. Ouais. Et donc voilà, je trouve ça un peu plus compliqué. Après, le One et le Rising, c'est vraiment. C'est une autre mentalité, j'ai envie de dire, tu vois. C'est vraiment un autre fuseau horaire. Oui. Là, tu vas au One ou au Rising, c'est. Ça me déplairait pas, parce que je sais que les Japonais ils aiment bien le show et tout, tu vois. Mais je sais pas si c'est là-bas que j'ai envie de faire ma carrière et tout. Je pense que je suis plus typé profil UFC qu'un profil One ou Rising. je Ouais, pense, pour hein. l'instant, Je pour pense, l'instant, hein. ouais. Ouais, parce que c'est vrai que c'est vraiment des routes tellement à part. C'est ça, One tu FC vois, et Rising, t'es dans un truc Tu vois, différent. ouais, quoi. quand tu vas au Rising, on va dire, t'as pas de passerelle pour aller ailleurs. Tu vois, C'est tu vas au ça. Rising, faut que tu fasses ton truc à part, manuel Cap. Oui, Mancap, Exactement. ouais, c'est ça. Ouais, et ouais. là, l'UFC. Ouais. Mais après, sinon, c'est compliqué, tu vois. Mais après, Tu c'est peux vrai faire que- UFC Rising, UFC One, UFC Bellator, mais dans l'autre sens, en Ouais, général, c'est c'est ça. compliqué. hein. Ouais. Donc après, si tu vas, t'es sûr de toi et tout, et tu fais ton trou, tu combats, tu gagnes, t'es bien. Mais si t'es dans les combattants au milieu, c'est pas ouf d'être au Rising ou One UFC ou même Bellator, tu vois. Soit t'es au top, soit. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi ça qui fait que t'as peut-être moins d'opportunités. C'est qu'en fait, maintenant, si ça se trouve, je sais pas comment est-ce que résonnent les recruteurs, etc., des autres organisations, mais maintenant qu'en gros, c'est presque quasiment devenu le nom de ta chaîne YouTube, Ouais. Road to UFC. En Ouais, fait, je pense c'est ça. qu'ils se disent, de toute façon, ça sert pas à grand chose de non, proposer. ça lui peut aller, tu vois. Peut-être. Je sais pas, ouais. Ouais, peut-être. Je vais changer le nom. Oui, du jour au lendemain, Je vais road to mettre PFL. Je vais mettre en route et je vais faire une vidéo. Non, vous inquiétez pas, vous pouvez envoyer Venez, des venez, enfants. venez. On y va. Bon. Bah, mon cher Roche, je pense que c'est tout pour nous. Ouais, Pour absolument. cet épisode interview de Morgan Charrière, champion du Cage Warriors. La ceinture, elle est magnifique. Ouais. Elle est là. C'était une superbe étape pour Morgan Charrière, soutenue par toute la France. Ah ouais, alors là, ouais. Merci à tous, Toutes nos vraiment. félicitations, en tout cas. En tout cas, je m'y attendais pas. Ça fait vraiment plaisir qu'il y ait autant de monde qui ait regardé sur Splay. Après, c'est pas que pour moi, j'ai envie de dire. Pour le MMA, en tout cas, c'est Ouais. vraiment cool qu'il y ait eu autant de monde qui ait cliqué sur Splay, parce qu'il fallait faire quand même la démarche Ouais. de prendre son ordi, d'aller sur Splay.fr et de regarder. C'était pas juste de mettre sa télé. Mais c'est inscrire pour et ça. tout. Ouais, C'est et pour ça que censé c'est faire un énorme. compte et tout, ouais. Donc, non, c'est vraiment ouf. Et j'espère que grâce à ça, après, on va passer en clair, tu vois, sur W9 ou même M6 dans quelques mois. Et puis que ça annonce la suite. Et après, on aura des UFC et tout. Enfin, voilà, j'espère. Le monsieur a soulevé une armée. Ah oui. Ouais. T'as pour de nouvelles aventures. Merci, Morgan. Merci, Morgan. Come et payer